En tant que fan d'anime, on a tous été ébahis devant les combats issus de nos séries préférées. Que ce soit par leur intensité, par leur chorégraphie, leur retournement de situation, ou tout simplement par les émotions qu'ils procurent, les mangas, et notamment les shonen, sont réputés pour leurs affrontements dantesques. Et bien qu'ils soient parfois expéditifs, nombre des conflits majeurs sont connus pour leur longueur, et c'est bien ce qui nous intéresse aujourd'hui. Bref, installez-vous correctement et préparez-vous à assister aux 7 combats les plus longs de la Japanimation. Lorsqu'on parle des combats les plus emblématiques de la part des Shippuden, c'est souvent celui-là qui ressort le plus. Suite à son entrée magistrale au sein de Konoha, Naruto découvre son village natal dévasté et apprend que le responsable censé être le chef de l'Akatsuki se trouve face à lui. S'enclenche alors un combat qui va durer 6 épisodes pour l'anime et près de 2 tomes pour le manga. Naruto va vite montrer ses énormes progrès dus à son mode ermite et vaincre un à un les différents Pain. Le combat est extrêmement bien rythmé et divertissant pour le spectateur. Les techniques très variées utilisées par Pain et les stratégies mises en place par notre protagoniste pour y faire face n'ont de cesse de nous impressionner. Mais surtout, ce qui est incroyable dans ce genre de combat, c'est qu'il marie parfaitement le divertissement qu'est censé procurer ce genre de scène d'action avec une profondeur d'écriture qui développe les personnages et notamment Naruto. Alors que ce dernier semblait avoir l'avantage au début du combat, lorsque Pain dévoile son mode de pensée et ses objectifs, tout va se retrouver chamboulé. La suite, vous la connaissez, l'enfant de la prophétie perd ses moyens au point de laisser libre cours à sa rage et à l'apparition de Kyuubi, avant de finalement être stoppé par le 4e Hokage qui le ramène à la raison. En plus de marquer un tournant dans l'histoire de la série, ce combat a marqué les esprits de tous les fans, notamment dû à son animation. En effet, on a une direction artistique qui est très spéciale quand Kyuubi a le contrôle, notamment avec cet effet de déformation qui a tant fait parler de lui. Contrairement à ce que beaucoup disent, non, ce n'est pas mal animé. Certes, c'est normal d'être dérouté quand on sait que Naruto et Naruto Shippuden se limitent souvent à l'animation très classique et cadrée, alors qu'ici on est sur de l'expérimental presque cartoonesque par moment. Mais en réalité, c'était une volonté de Shingo Yamashita, le directeur de l'animation, qui voulait imiter le déplacement des objets dans l'air à grande vitesse. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça a du sens. Pain ne fait que subir les coups de Kyuubi à cet instant précis. Il est comme une sorte de jouet pour lui. De plus, nous montrer à vitesse normale des effets censés être visibles qu'au ralenti, ça renforce le dynamisme de la scène tout en étant particulièrement marquant. La preuve, c'est que tout le monde s'en souvient. Mais avant de passer au prochain, merci à Ankama qui sponsorise cette vidéo dans le cadre de la sortie de leur dernier manga, Reaper. Suite à un cataclysme total, quasiment tous les êtres vivants furent rayés de la surface de la Terre. L'air devint irrespirable, les plantes commencèrent à mourir et tandis qu'une poignée d'humains réussirent à survivre, une nouvelle menace fit son apparition, les Wendigo. Ces créatures au visage scarifié ne vivent que dans un seul but, éradiquer les derniers êtres humains. Heureusement, au fin fond de la Terre, un groupe d'hommes et de femmes aux compétences extraordinaires se leva pour faire face et sauver l'humanité. Leur nom, Reapers. Ainsi, notre histoire commence lors d'une mission de reconnaissance de l'escadron Shen. Alors que ces derniers étaient à la recherche d'un artefact mystérieux, ils vont faire la rencontre d'un jeune homme fougueux vivant paisiblement à la surface de la Terre. Outre le fait qu'il ne soit pas affecté par les effets du cataclysme, il semble contenir en lui une puissance phénoménale qui pourrait être bien la clé de voûte du renouveau de l'humanité. Malheureusement, au vu de son aura mystérieuse, notre jeune ami du nom de Junk ne risque pas de se faire que des amis au sein de cette nouvelle aventure. Ainsi, même si Reaper n'en est pour l'instant qu'à son premier tome, on comprend rapidement que l'histoire s'annonce ambitieuse, remplie de secrets, de rebondissements et surtout d'action. Néanmoins, je dois vous avouer que je vous ai menti. Reaper n'est pas un manga, mais bel et bien un manhwa, puisque son auteur, Geronimo Sejudo, vient de chez nous. Et surtout, c'est loin d'être n'importe qui. En 2020 a été organisé le 100e prix Tezuka, invitant des dizaines de milliers de mangaka du monde entier à participer pour tenter de gagner une publication au sein du mythique Weekly Shonen Jump. Au jury, on retrouvait quelques petits noms comme Inoue, Horikoshi, Toriyama ou encore Oda. Eh bien, notre cher ami Geronimo a terminé 2e à ce concours. Forcément, quand les plus grands mangaka valident le travail de quelqu'un, c'est vivement conseillé de s'y intéresser. Pour ça, ça se passe dans Reaper, disponible aux éditions Ankama et dès maintenant via le lien en description. Tout fan de Bleach le sait, ce combat est le plus emblématique de la série et assurément le plus incroyable visuellement parlant. Alors que Ulquiorra s'apprêtait à se débarrasser d'Orihime, Ichigo intervient pour la sauver et pour livrer un ultime duel contre l'Espada numéro 4.
Très vite, on comprend que l'écart de puissance est bien trop grand et que notre ami Shinigami n'a aucune chance de l'emporter. Ainsi, s'ensuit une véritable descente aux enfers pour Ichigo, qui se retrouve à encaisser les coups de son ennemi au point de même finir par perdre son apparence de holo tant sa fatigue est grande. Bref, la situation semble déjà perdue, mais pour bien s'assurer de détruire tous ses espoirs de victoire, Ulquiorra lui dévoile sa deuxième libération que personne n'a jamais vue. Clairement, cette transformation sonne la fin pour Ichigo, puisque malgré le fait qu'il soit toujours debout et qu'il continue de faire face, en un instant, il reçoit une puissante attaque, lui transperçant le corps et lui laissant un trou béant en plein milieu du torse. Ichigo vient de mourir. Tandis que Orihime fait tout pour tenter de le réanimer, de son côté, Ichida fait désormais face à l'Espada. Cependant, comme pour son ami Oshoru, il ne fait pas le poids, et pour lui faire comprendre, Ulquiorra va lui arracher le bras gauche dans une scène à vous glacer le sang. Scène qui par ailleurs a été censurée dans l'anime où à la place ce dernier se retrouve simplement blessé. Suite à tout ça et grâce au cri d'Orihime, Ichigo revient peu à peu à la vie, cependant il semble bien différent. Son apparence et son aura sont devenues terrifiantes et il ne lui faudra pas longtemps pour terrasser son adversaire sans la moindre once de pitié. Alors que le combat ne dure que 8 chapitres dans le manga, ici, et comme pour le précédent duel qu'on a vu, il s'écoule sur 6 épisodes. Certes, c'est fréquent pour les animés fleuves d'allonger certaines scènes à cause du rythme de parution, mais forcé de constater ici que le résultat est formidable, en faisant l'un des combats d'animé les plus longs qui soient, mais aussi l'un des plus époustouflants. De plus, ce qui rend marquant cet affrontement outre l'animation complètement folle, c'est que ce face-à-face est le premier combat majeur de Bleach à être en 16/9. Pour rappel, le format de la télévision de l'époque était plus sur du 4/3, sur une image plus carrée, et pour la première fois, on a pu profiter de Bleach en grand écran. Bref, de quoi s'assurer de marquer les esprits. Assurément le combat le moins connu de la vidéo, c'est pourquoi on évitera de trop rentrer dans les détails pour pas spoil. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur le plus emblématique des duels de Yu Yu Hakusho, le manga écrit par Togashi, à qui l'on doit également Hunter x Hunter. Ainsi l'anime se devait de rendre hommage à cet affrontement, et ce fut fait en pas moins de 9 épisodes. Outre l'opposition de deux adversaires, c'est un combat entre deux détectives du monde des esprits qui se dévoilent. Certes, visuellement ça envoie, mais surtout l'affrontement aide à développer en profondeur les personnages. Sensui est quelqu'un de très mystérieux. De ce qu'on sait de son passé, il a toujours été confronté au monde du surnaturel, et dès la plus tendre enfance, il a dû faire face seul à des démons sanguinaires. Ainsi, comparé à Yusuke qui est assez jeune dans cet univers, il a eu le temps de se questionner sur l'importance de sa mission, mais aussi de son existence. Alors que le monde vit de manière manichéenne en pensant que les humains sont du côté des gentils et les démons du côté des méchants, lui a pu voir la réalité derrière cette image et découvrir que la violence et l'horreur ne se trouvent pas toujours du côté qu'on l'imagine. Et c'est là le génie de Togashi, proposer des personnages complexes s'éloignant des codes de l'époque. Le méchant était méchant juste pour être méchant. Par ailleurs, cet affrontement marque aussi un tournant dans l'histoire, puisque c'est un peu le dernier grand ennemi que va affronter Yusuke. Mais surtout, on va en découvrir plus sur l'existence de notre héros et de son passé. Comprenant alors que, bien que les actions de Sensui soient néfastes, sa vision de notre monde est loin d'être aberrante. Sensui aura eu un impact majeur sur Yusuke, mais aussi sur la Japanimation. J'en veux pour preuve Gege Akumi qui s'est largement inspiré de lui pour créer le méchant de son manga, Suguru, dans Jujutsu Kaisen. Forcément, Dragon Ball ne pouvait pas être absent de ce classement, tant l'œuvre est connue pour ses combats. Alors qu'on avait l'habitude jusque-là à ce que Goku affronte le boss final en dernier, lors du Cell Game, c'est bien lui qui s'attelle en premier à la bagarre contre le grand méchant. Une attitude qui, par ailleurs, étonnera Cell lui-même, puisqu'il pensait commencer par le menu frottin, histoire de s'échauffer. Ainsi, bien que l'affrontement soit impressionnant et semble plutôt serré, à la surprise générale, Goku décide d'abandonner. En effet, il sait qu'il ne peut l'emporter sur Cell, contrairement à Gohan son fils, si bien que c'est désormais à lui qu'incombe la tâche de battre le cyborg. Néanmoins, même si le fils prodigue tient tête à Cell, on comprend vite que l'écart entre les deux est trop grand. Le seul moyen de l'emporter serait que le jeune garçon laisse exploser sa colère, ce qu'a bien compris Cell. Ainsi, il va faire en sorte de s'en prendre à tous ses amis jusqu'à en arriver à écraser la tête de C16 sous les yeux impuissants de Gohan qui va alors relâcher toute sa haine. On arrive donc à la scène mythique tellement puissante que vous connaissez bien, la transformation en Super Saiyajin 2. D'abord, le temps se fige.
puis un oiseau apparaît comme pour représenter Gohan et son innocence. Tandis que ce dernier s'éclipse, un cri à vous glacer le sang retentit et tous les personnages arrêtent leur combat pour se tourner vers l'écrasante puissance qui vient de se déclencher. Sublimé par la fameuse OST Unmei no Mi Tamashi Taitamashi, ce moment est devenu l'un des plus cultes de Dragon Ball et même de l'animation japonaise. Cependant, les épisodes qui suivent ne sont pas en reste. Massacre des Cell Junior, domination et orgueil de Gohan ou encore le sacrifice de Goku. Bref, on retient notre souffle tout le long. Et alors même qu'après s'être autodétruit, Cell n'est toujours pas vaincu et revient à la charge plus fort que jamais, il faudra le Kamehameha père-fils iconique pour en venir à bout. Ainsi, ce combat entre Gohan et Cell dure 11 épisodes et est découpé de la manière suivante. Le premier round avant l'apparition du SSJ2 c'est 4 épisodes, deuxième round où Gohan domine c'est 4 épisodes également, et enfin la dernière partie du combat avec le retour de Cell Perfect et l'attaque combinée du père-fils s'étale sur 3 épisodes à l'issue desquels le monstre venu du futur est vaincu. Il est clair qu'au-delà de la longueur, c'est le poids scénaristique de faire mourir Goku et de faire de son fils Gohan le vainqueur qui est le plus marquant. Mais après tout, c'est le développement logique pour le garçon qu'on a vu grandir tout au long de l'animé Dragon Ball Z. Dressrosa est connu pour être un des arcs les plus longs de One Piece et surtout l'un des plus tirés en longueur. 102 chapitres dans le manga pour 118 épisodes dans l'animé. C'est énorme. Ainsi, le combat entre Luffy et Doflamingo ne fait pas exception, puisqu'on parle de 10 chapitres qui ont été adaptés en pas moins de 13 épisodes, soit plus d'un épisode par chapitre. Clairement, s'il y a bien un combat tiré en longueur par l'animé dans Stop, c'est celui-là. Et encore, on parle seulement ici du face-à-face entre le capitaine des Mugiwara et le boss de Dressrosa quand ils ne sont que deux. Faut pas oublier tous les échanges de coups précédents quand Law, Trebol et même Bellamy étaient encore de la partie. Cependant, le combat reste iconique. Bien qu'il ait affronté Odie Jones et César Clown dans les arcs précédents, ces deux adversaires n'étaient pas à la hauteur. Et c'est donc là le premier combat depuis l'ellipse qui donne réellement de la difficulté à Luffy. De plus, l'affrontement dévoile quelques moments phares de l'histoire comme le tant attendu Gears Force. Grâce à ce dernier, la puissance et la vitesse de Luffy deviennent bien plus élevées, au point de totalement dominer Doflamingo. Bien évidemment, vous le savez, mais ça va pas durer longtemps, puisque lorsqu'il se retrouve à bout de force, Luffy se voit dans l'incapacité de bouger pendant 10 minutes. Heureusement, il finira par se relever pour défaire le capitaine Corsair avec son surpuissant King Kong Gun. Mais c'est pas tout. Pour rappel, le plan de base de l'alliance entre les pirates du Earth et les chapeaux de paille était de détruire l'usine de Smile pour que Kaido, l'un des 4 Yonko, se retourne contre Doflamingo. Sauf que bon, déjà l'enlèvement de Sanji va venir un peu tout chambouler, mais surtout en faisant tomber le corsaire, la colère de l'empereur va se rediriger sur l'alliance. Ainsi, ce duel représente bien ce que sont les combats importants de Luffy. Il perd face à son adversaire en premier temps, puis finit par revenir, parfois avec un power-up, parfois non, mais toujours avec une détermination sans faille à en faire flancher ses adversaires. Et finalement, c'est bien ça qui donne la victoire à Luffy, sa détermination et son endurance. Dans One Piece, les affrontements sont surtout une question de conviction. Celui qui arrive à imposer sa volonté l'impose souvent par sa force. Sinon, au niveau de l'animation, c'est clairement pas le prime de One Piece, et quant au déroulé de l'histoire, c'est là aussi assez classique. Mais forcé de remarquer que c'est plutôt efficace. Même si, dans le cadre de l'animé, le combat aurait largement pu être réduit en longueur. Vous l'attendiez forcément, sûrement l'un des combats les plus mythiques de la Japanimation, mais aussi la source de nombreux mèmes à cause de sa longueur interminable. Bien qu'il ne soit que deuxième de ce top en termes de nombre d'épisodes, en réalité, en longueur pure, c'est bien le plus long, avec près de 3h11 de temps d'écran. C'est colossal. Le duel se compose en plusieurs phases. Une où les deux se jaugent, puis Goku qui prend l'avantage avec le Kaioken, suivi du moment où il se retrouve à bout de force pour enfin terminer sur le Genki-Dama qui tue Freezer. Du moins, c'est ce que tout le monde croyait. Parce que, ouais, ce dernier finit par se relever, blessant Piccolo et tuant Krillin de sang-froid. J'ai parlé de moments cultes avec l'arc Cell tout à l'heure, mais s'il y a bien une scène plus iconique, c'est celle-là. Goku entre dans une colère intense, son cri perfore le ciel, ses yeux changent de couleur et sa chevelure devient dorée. Le Super Saiyan a enfin fait son apparition. Suite à ça, l'acte final du combat s'enclenche. Freezer finira par détruire la planète pour essayer de tuer Goku, mais ce dernier s'en ressortira indemne, ne revenant sur Terre que quelques temps après. Cet affrontement est vraiment l'exemple le plus connu de combat allongé dans un animé. Rappelez-vous, Freezer annonce que la planète sera détruite dans 5 minutes, et cette explosion arrive plusieurs épisodes après. La raison derrière tout ça, le rythme de parution.
En général, les animés fleuves font toujours en sorte de garder plusieurs tomes d'écart avec le manga pour être sûr d'avoir assez de contenu issu du matériel d'origine. Le souci avec Dragon Ball, c'est que l'animé a fini par rattraper le manga, forçant ainsi Toriyama à devoir se dépêcher d'écrire la suite de l'histoire. Certes, ils auraient pu faire une pause dans l'animé en attendant que la suite soit écrite, mais à la place, la Toei a préféré rallonger au maximum l'intrigue et l'affrontement avant de connaître son issue. Vous comprenez donc pourquoi les 5 minutes de Freezer sont interminables et pourquoi le combat dure plus de 3 heures. Toutefois, les moments cultes sont trop nombreux pour ne pas apprécier ce combat. En premier revient la transformation en Super Saiyajin qui est pour le coup rallongée plutôt efficacement dans l'animé. Mais sans parler que de ça, on peut évoquer l'entrée en scène de Goku qui interrompt Freezer, le Kamehameha en Kaioken ou encore la scène du Genki-Dama qui est magistrale. Ce combat a marqué des générations de par ses chorégraphies coups, ses techniques surpuissantes utilisées et ses moments forts en émotion. Voir Goku, que l'on a vu évoluer mentalement et physiquement, devenir le guerrier ultime en affrontant le plus grand tyran de la galaxie, c'est juste un pur plaisir. Quand on pense combat de shonen, Goku versus Freezer n'est jamais loin. On termine en beauté avec un autre combat issu de One Piece se déroulant à la fin de l'arc Whole Cake Island et explosant tous les autres en termes de longueur. 18 chapitres dans le manga, étalés sur 3 tomes, adaptés en 22 épisodes. Pourquoi est-il si long, me diriez-vous? Eh bien, il y a 2 raisons à ça. Déjà, on n'est pas focalisé uniquement sur ce duel. On suit en parallèle les autres Mugiwara qui tentent d'échapper à Big Mom et son armada, on suit la préparation de son gâteau par Sanji, et on suit également les forces de Totland qui se regroupent pour s'assurer qu'aucun ennemi ne quitte le territoire. Malgré ça, si on ajoute bout à bout les passages que l'on voit de l'affrontement entre Luffy et Katakuri, on arrive quand même à 2h40. Alors, plus de 2 heures de combat animé, c'est énorme, ce qui nous amène à l'autre raison qui rend ce combat si long, son rôle. En effet, cet affrontement, contrairement à d'autres, ne sert pas juste à montrer une divergence d'opinion ou de but entre 2 protagonistes. Il a pour vocation de développer Katakuri et sa place dans la famille Charlotte, ainsi que de faire évoluer Luffy aussi bien mentalement que physiquement. Pour ce qui est du commandant de Big Mom, Oda essaye de nous montrer sa place de grand frère et la lourde responsabilité qui pèse sur ses épaules. Si bien que sa défaite face à Luffy va permettre de briser cette image de guerrier invaincu et faire comprendre au reste de son équipage que tout ne peut pas reposer sur lui. Pour ce qui est de l'évolution de Luffy, on est sur la prise de conscience de son écart avec les Yonko. Souvenez-vous, quelques temps avant, Luffy échangeait un coup avec Big Mom alors qu'il était en Gears Force. Ce coup fut paré facilement, nous rappelant qu'il était encore loin de devenir le roi des pirates. Ainsi, affronter un second Yonko lui permet, en plus de protéger son équipage, de monter en puissance par étapes, sans que la différence de niveau soit trop grande. Et on le voit bien à la fin du combat, Luffy a beaucoup progressé. Il passe de complètement dépassé par son adversaire qui est plus rapide et plus fort, à victorieux après avoir lui-même acquis la faculté de son ennemi, voire dans le futur. Ajoutez à ça des interventions extérieures et vous arrivez à un combat de 22 épisodes. Bien qu'il ait été considéré comme trop long par certains, ce face-à-face nous aura offert une scène iconique avec la nouvelle forme de Luffy. Elle était déjà cool dans le manga, mais a été sublimée dans l'anime par Naotoshi Shida, animateur bien connu pour ses travaux sur DBS et One Piece. Mais alors, est-ce qu'un combat doit être long pour être de qualité? Après tout, comme dit le dicton, plus c'est long, plus c'est bon. Eh bien non, il existe d'excellents affrontements de courte durée, mais aussi d'autres très bons s'étalant sur plusieurs épisodes. Le secret derrière tout ça, c'est simplement le rythme. Ainsi, au vu de cette vidéo, je suis curieux de savoir quel est votre combat préféré, tout animé confondu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et surtout à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à Reaper via le lien en description. C'était Aniki, ciao.